Le nord du Bénin est confronté à des attaques djihadistes de plus en plus meurtrières. Les assauts contre l'armée béninoise se sont intensifiés ces derniers jours. Le dernier bilan qu'on a, c'est 54 morts. Est-ce que les autorités béninoises, monsieur le député, sont à la hauteur de cette cause aujourd'hui? Oui, évidemment, les autorités béninoises sont à la hauteur. Et si juste là, le Bénin a tenu, le Bénin n'a pas cédé 1 centimètre de son territoire, ça veut dire que les autorités béninoises sont à la hauteur, tout comme nos forces de défense et de sécurité, à qui d'ailleurs je dois rendre hommage ici et saluer la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. C'est vrai que c'est une quête permanente. Il y a des jours sans, il y a des jours avec, mais pour le moment, le Bénin essaie de tenir parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette menace qui englobe toute la sous-région, qu'elle quitte ailleurs pour venir au Bénin, elle essaie d'impliquer le Bénin dans ce combat-là. Nos forces tiennent, il arrive que nous perdons des hommes, nous nous organisons pour faire que la riposte soit à la hauteur de la barbarie qui nous attaque. Et vous avez travaillé sur ce sujet. Quelles sont aujourd'hui, selon vous, les causes du développement du terrorisme à la frontière béninoise et quelles sont les pistes pour pouvoir répondre à ce problème aujourd'hui? Malheureusement, les causes, c'est parce que ces terroristes sont libres, ou du moins c'est parce que nos voisins, nos frères du Niger, nos frères du Burkina Faso ne sont pas arrivés à les contenir et donc ils sont libres dans cet espace commun à nos 3 pays et donc ils arrivent à nous attaquer. Sinon, l'extrémisme violent au Bénin n'est pas encore, et on le souhaite jamais, ne sera implanté au Bénin. Donc c'est quelque chose qui nous vient de nos voisins. Malheureusement, les pays ne changent pas d'adresse, les pays ne déménagent pas. Et donc nous sommes confrontés à la situation qui avait commencé au Mali et au Niger, qui a conquis le Burkina Faso et qui tente de conquérir le Bénin, mais nous sommes au vent debout pour pouvoir lutter pour que notre territoire soit intact. Malheureusement, c'est avec les pertes que l'on connaît. Et parlant de vos voisins, est-ce que le Bénin peut sortir de cette crise aujourd'hui sans l'aide de ses voisins aujourd'hui? Évidemment, non. Ce n'est pas sans l'aide. Nous ne demandons pas de l'aide de nos voisins, mais la collaboration. Nous demandons la collaboration parce qu'eux seuls, ils ne sont pas arrivés à endiguer le fléau. Tout comme nous n'y arriverons pas seuls. Il faudrait que nous essayions de mutualiser les moyens. Il faudrait que nous essayions de mutualiser la lutte contre ce fléau qui s'en prend à nos populations. Et je pense que là-dessus, nos voisins doivent pouvoir comprendre que chacun doit laisser son ego et que les 3 pays puissent se mettre ensemble, pourquoi pas les 4 avec le Mali, pour lutter contre cette hydre qui s'en prend à notre sous-région. Mais penser que on va refiler le bébé aux voisins, c'est une fausse piste. Parce que si les djihadistes viennent au Bénin et ils prospèrent, ce n'est pas pour rester au Bénin seulement, c'est pour retourner d'où ils sont venus. C'est pour aller encore attaquer le Burkina, c'est pour aller attaquer le Niger. Donc, mutualisons les moyens Bénin, Niger, Burkina Faso pour que dans cette zone-là, on puisse les prendre en étau et en finir. Mais si on pense qu'en levant le pied dans cette zone-là, on va les laisser attaquer le Bénin. Oui, ils vont attaquer le Bénin, mais le Niger et le Burkina Faso aussi ne seront pas guéris du mal. Mais en tout cas, la collaboration va être pour le moins très difficile vu les discours qu'on a du côté de vos voisins. Notamment, on vous accuse d'abriter des bases militaires étrangères afin de pouvoir déstabiliser ces pays, notamment le Niger. Comment vous avez accueilli personnellement ces accusations quand même assez graves? Nous avons souri dans le coin. Nous avons souri dans le coin parce que ce sont des accusations fantaisistes. Nous avons dit que notre territoire était ouvert, que le Niger pouvait envoyer n'importe quelle mission de n'importe quelle personne pour pouvoir scruter le territoire béninois pour montrer là où ces bases-là se situent. Mais la mission n'est jamais venue parce qu'elle ne trouvera aucune base. Il n'y a aucune base étrangère qui soit installée au Bénin. Les populations du Niger et du Bénin, c'est les mêmes peuples. Et donc, s'il y a de bases étrangères au Bénin, ce sont ces mêmes populations-là qui vont signaler cela à leurs frères de l'autre côté. Et nous n'avons aucun intérêt à déstabiliser le Niger. Bien au contraire, j'ai dit les pays ne déménagent pas. J'ai dit les pays ne changent pas d'adresse. Le Bénin et le Niger sont appelés à cohabiter toute une vie. Les dirigeants vont passer, mais les peuples demeurent les mêmes. Je pense qu'il faudrait laisser, maintenant que c'est passé, maintenant que c'était quelque chose qu'il fallait servir
aux populations. Et aujourd'hui, il faut que la réalité nous rattrape et que nous comprenions que nous sommes appelés à collaborer. Et même là-dedans, et les langues appelées à cohabiter toute une vie, il leur arrive de se quereller, mais ce n'est pas pour une raison pour qu'on devienne édenté. Donc aujourd'hui, c'est passé, il faudrait que nos frères du Niger comprennent que nous sommes leurs frères et que nous sommes appelés à travailler ensemble pour le développement. Comment renouer ces liens aujourd'hui avec vos voisins? Nous sommes demandeurs. Nous n'avons jamais fermé les ponts. C'est vrai que... C'est de leur côté la frontière? C'est leur frontière fermée. Ce n'est pas de notre côté. Nous sommes demandeurs. Mais ils ont peur peut-être. Ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance en vous. Mais pourquoi? Pourquoi ils n'auront pas confiance en nous? Depuis que la frontière est fermée, quels problèmes de sécurité ils sont arrivés à résoudre? Bien au contraire. Comme quoi, nous devons nous mettre ensemble pour lutter contre ce fléau-là. Si quelqu'un pense qu'il peut vivre en autarcie, s'il pense qu'ils peuvent se passer du Bénin, ce n'est pas nous qui avons choisi d'être leurs voisins, c'est Dieu qui nous a mis ensemble. Et donc par rapport à cela, nous sommes appelés à laisser tomber nos égos et à travailler à l'épanouissement des deux peuples, de part et d'autre. Je dis c'est les mêmes populations de part et d'autre. Vous savez très bien que la frontière est théoriquement fermée, mais le fleuve continue à pas fonctionner. Donc on détourne juste le regard. Sinon, ce n'est pas par un seul pont que les attaques vont passer. Nous avons combien de kilomètres en commun? La preuve, je ne veux pas aller plus loin. Nous avons tous intérêt à cohabiter, à travailler ensemble pour le meilleur et le devenir de nos populations. Et pour aller plus loin, quel est votre regard sur la sortie de ces pays-là, de la CEDEAO, à laquelle encore le Bénin appartient? Oh, c'est un regret que ces pays-là puissent sortir de cet espace que nous avions en commun. Mais bon, comme vous le savez, en matière de relations internationales, les affaires intérieures d'un pays, nous n'avons pas à nous mêler. Nous constatons juste que nos frères sont partis et nous disons que la porte est toujours ouverte, ils peuvent revenir à tout moment. Ce n'est pas parce que aussi la CEDEAO a échoué dans son ensemble? Dire qu'elle a échoué, je trouve quand même que c'est exagéré. Elle n'a pas réussi, serait plus juste de la réalité. Elle aurait pu faire beaucoup d'efforts parce que quand vous voyez la CEDEAO, vous voyez ce qui se passe de côté de l'Afrique centrale, la CEDEAO est quand même une réussite parce qu'il y a la libre circulation des personnes et des biens d'un pays à l'autre. Quand vous voulez quitter le Cameroun pour aller au Gabon, ce n'est pas facile. Quand vous quittez le Gabon pour le Cameroun, ce n'est pas facile. Mais quand vous quittez le Nigeria jusqu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en passant par le Mali, en passant par le Niger, il y a la libre circulation des personnes et des biens. Ça, c'est un acquis. Sur le volet démocratique, la CEDEAO n'a pas été à la hauteur selon les populations. On a vu la CEDEAO acclamer les coups d'État constitutionnels en griffe et condamner des coups d'État militaires. Peut-être c'est cette perte de confiance-là qui a alimenté aussi ce regret, cette distance des pays, des populations envers cette institution qui, oui, a des avantages économiques, comme vous l'avez signifié. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Il ne faut pas se voiler la face. Que les modifications de constitution et autres ne sont pas de nature à nous permettre de vivre sainement dans notre espace communautaire. Et je pense que c'est des choses à déplorer. Mais quand on a fini de déplorer cela, mais ceux qui ont fait des coups d'État militaires, est-ce que c'est ça la solution? Donc l'un dans l'autre, lorsque vous déplorez les coups d'État civils, bon, il faut aussi déplorer les coups d'État militaires, mais les coups d'État militaires ne sont pas la solution au problème. Et quelle est la bonne approche aujourd'hui pour la CEDEAO face à ces coups d'État militaires selon vous? La bonne approche, c'est de continuer par travailler, parler à nos frères. Il ne faut pas les exclure, il ne faut pas les sanctionner quand les coups d'État surviennent, parce que c'est le réflexe de la CEDEAO. Oui, c'est-à-dire il faut travailler à ce que les coups d'État ne surviennent pas. Il faut travailler à ce que la dévolution du pouvoir se passe par les urnes, que ce soit le seul moyen de transmission de pouvoir dans notre sous-région. Je pense que c'est à cela qu'il faut travailler et cela demande aux acteurs politiques aussi de se regarder en face et de dire que quand ils essaient d'exagérer ou de tripoter avec les constitutions, il est possible que cela amène la grande muette à quitter les casernes pour vouloir exercer le pouvoir, mais ce n'est pas la bonne solution, je le dis. Très bien. Parlons d'actualité politique dans votre pays. 2 ans de prison ont été requis contre Steve Amoussou, un cyberactiviste critique du pouvoir. Quelle est votre réaction sur ce sujet et surtout, qu'est-ce que cette séquence dit de la liberté d'expression au Bénin, vous qui êtes un ancien journaliste? Oui, c'est vrai que sur cette question-là, en tant qu'ancien journaliste, je vais toujours déplorer le fait que on en arrive à ces genres de situations, mais si vous suivez ce que
ce cyberactiviste. Je pensais qu'il est accusé de diffusion de fausses nouvelles et de provocation à la rébellion. Oui, malheureusement. Malheureusement, je trouve qu'il en faisait un peu de trop. Il voulait déstabiliser le pays. C'est l'arme qu'il a eu à trouver pour pouvoir s'exprimer. Aucun État ne pouvait croiser les bras devant ces atteintes. Quand vous dites par exemple que le pays est devenu la plaque tournante de trafic de cocaïne, sans apporter aucune preuve, alors que, bien au contraire, ce trafic-là a reculé. Quand vous faites des accusations trop faciles que vous mettez sur les réseaux sociaux, aucun État ne peut croiser les bras devant une telle situation. L'État doit pouvoir se défendre, l'État doit pouvoir défendre la République. Et cela peut faire appel à un contradictoire. Si ce n'est pas le cas, on aurait pu lui répondre sans pourtant... Oui, mais il faudrait quand même déjà le trouver. Parce qu'il utilisait les réseaux sociaux et était une personne invisible. Peut-être parce qu'il avait peur. Ah oui, mais s'il a peur, ça veut dire que ce qu'il disait, il ne pouvait pas prouver. Donc voilà, l'un dans l'autre, les accusations étaient tellement graves et aucun État au monde ne pouvait croiser les bras devant cela. Cela étant, je pense que on trouvera les voies et moyens à l'avenir de pouvoir faire chose. C'est déplorable, je ne peux pas dire que je me réjouis de son sort, mais au même moment, je dis que la République ne pouvait pas détourner le regard devant des attaques. Donc il n'y a pas de question de liberté d'expression aujourd'hui au Bénin? Non, il n'y a pas de question de liberté. Il y a des questions de liberté et de responsabilité. La liberté va avec la responsabilité. Il y a des gens qui sont au pays, qui critiquent le gouvernement. Mais s'ils le font avec les règles de l'art, ils ne sont pas menacés. Mais s'ils transgressent les règles et il n'y a pas la responsabilité, il faudrait... Transgresser, c'est quoi? C'est faire une offense au président de la République? Non, pas nécessairement, non. Si vos accusations, vous le faites dans les règles de l'art, nous sommes du métier, nous connaissons les règles de la déontologie. Il y a des gens qui sont là, il y a des acteurs politiques qui exercent et qui le font, qui critiquent, parce que nous ne voulons pas l'unanimisme au Bénin. Nous voulons être critiqués. Nous, de la majorité présidentielle, on veut être critiqués pour nous améliorer. On veut être critiqués pour faire encore mieux. Mais il faut respecter les règles. Bien, quelles sont vos relations aujourd'hui avec Abdoulaye Bio-Tchane, le ministre d'État? C'est le président de mon parti. Justement, je pose la question parce que je crois qu'il y a eu un petit souci au moment des élections législatives où il devait se présenter dans votre circonscription. On vous a un peu parachuté. Non, pas du tout. Bien au contraire. C'est l'info qu'on a eu un peu en avance. Non, à la réalité. Il n'y a jamais eu de bruit entre vous deux? Non, il n'y a jamais eu de bruit. Tout se passe bien aujourd'hui entre vous? Oui, tout s'est toujours bien passé entre le président du parti et moi. Nous sommes issus de la même région, de la même cité. Nous travaillons en harmonie pour le développement. Pour la petite histoire même, je peux vous dire, que c'est grâce à lui que moi j'ai franchi le pas en venant en politique. Donc il n'y a pas de... Mais vous avez entendu ces rumeurs avec de petites... oui, mais c'est normal que les gens puissent à tout moment spéculer. Mais s'ils viennent à la réalité, ils verront. Vous voyez, entre le président Abdoulaye Bio-Tchane et moi, je connais le président Abdoulaye Bio-Tchane, ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis quand c'est un aîné pour moi, c'est un aîné de la zone. Et donc, j'ai compris très tôt que c'est sous lui que je pouvais gravir les escaliers. Bon, il peut arriver peut-être que certains pensent qu'à un moment donné, que je veux monter un peu vite, mais lui, il est pressé même que de me faire monter plus vite. Et donc, pour paraphraser, je dirais qu'il n'y a pas de fissure dans le bloc républicain aujourd'hui? Pas du tout, aucune fissure, mais alors aucune. Très bien. Et l'ex-ministre de l'Énergie, des mines de l'eau, Samoud Seydou Adambi, qui est désormais exclu de toutes les instances de votre parti. Il n'est pas exclu, il est suspendu. Enfin... Ce n'est pas la même chose. D'accord, mais est-ce que vous assumez cette décision-là aujourd'hui? Oui, la décision a été prise par le Bureau exécutif national à laquelle j'appartiens. Nous avons estimé que notre camarade a posé des actes qui étaient un peu contraires. Certains commentateurs béninois disent qu'il n'y a pas de pluralisme chez vous, que non, il y a la parole du chef. Moi. Mais moi, je vous dis qu'il n'y a pas la parole du chef. Je dis et je répète que notre camarade a posé certains actes que nous avons trouvés qui allaient contre les règles de notre parti. Et il ne fallait pas laisser la situation. Il a été suspendu. J'espère qu'il a compris et que donc il rejoindra les rangs pour que nous continuions ensemble le combat. Bien. Quels étaient vos rapports avec Olivier Boko? Olivier Boko, c'est un frère. C'est un frère qui malheureusement se retrouve dans une situation assez difficile et regrettable. Je déplore ce qui est arrivé et
Mais je ne peux pas supporter, je l'ai dit, j'ai été des députés de la mouvance par rapport... Ce qui a quand même assez surpris des gens. Non, ça ne peut même pas surprendre. Les gens ont considéré que vous étiez très proche de lui et le lâcher comme ça sur au bord de la route. Non, il n'est pas du tout. Qu'est-ce que vous entendez par lâcher au bord de la route? Est-ce que nous sommes frères, même si nous sommes consanguins? Lorsque le frère pose un acte qui n'est pas bon, il faut avoir le courage de lui dire. Et vous le croyez capable d'avoir voulu renverser le président, comme on le dit? J'ai dit et je répète, lorsqu'un frère pose un acte qui n'est pas bon, il faut avoir le courage de lui dire cet acte n'est pas bon. Après, on pourra travailler toujours à le ramener sur le bon chemin. Je pense que sa situation actuelle, elle est déplorable. La justice a tranché, le débat est clos. Maintenant, il faudrait que nous travaillions à trouver les voies et moyens pour que le pardon soit accordé et que ces fautes qui l'ont conduit là où il est puissent lui être pardonnées et qu'il revienne sur le bon chemin. Quel est l'héritage de Patrice Talon aujourd'hui, monsieur le député? L'héritage de Patrice Talon est visible devant tout le monde. Le Bénin est devenu un pays qui fait sa marche vers le progrès. Le Bénin aujourd'hui est un pays dont tout le monde est fier. Il y a quoi les Béninois. Il y a quoi des problèmes? Oui, c'est évident. Patrice Talon n'a pas une baguette magique, il ne peut pas régler en 10 ans des problèmes qui datent de 60 ans. Mais il a joué sa partition. Si vous voyez ce qui a été fait, d'abord la modernisation du pays, en ce qui concerne son espace politique, la réforme du système partisan, ça c'est un gain incommensurable. On en parlera tout à l'heure. Oui, c'est un gain incommensurable. Ensuite, la digitalisation du pays. Si vous savez ce qui se passe au Bénin, vous pouvez avoir votre casier judiciaire, votre acte de naissance en restant chez vous et juste en allant sur une plateforme. Vous pouvez payer vos impôts à travers votre portable. Vous pouvez vraiment, la digitalisation, c'est un gain énorme. En peu de temps, nous avons fait beaucoup de progrès. Si je laisse cette question-là, aujourd'hui, le développement infrastructurel, ce qui manquait au Bénin, la question de tourisme, le Bénin est devenu, en peu de temps, une référence sous-régionale et nous voulons que cela se poursuive pour que dans quelques années, le Bénin soit l'Eldorado. Mais nous pouvons dire que beaucoup de choses ont été faites. Et beaucoup de choses restent à faire. Oui, beaucoup de choses restent à faire. Les Béninois ne sont pas encore satisfaits. Hein? Mais c'est évident que les Béninois ne peuvent pas être satisfaits. Mais on regarde la balise d'où on est parti, où on est arrivé. Et incontestablement, personne ne peut dire qu'en 10 ans, le Bénin n'a pas changé. Et c'est sur ce bilan-là que le Bloc républicain présentera un candidat à la présidentielle et pourra, surtout êtes-vous sûr de pouvoir remporter une élection en défendant le bilan de Patrice Talon aujourd'hui? Oui, c'est évident. Non seulement nous sommes sûrs, mais il ne peut en être autrement. Parce que les Béninois ont vu, ils ont entendu, ils savent, ils ont comparé entre ce qui se faisait avant et ce qui s'est fait. Et donc, là-dessus, il n'y a même pas l'objet d'un doute. Nous sommes de la majorité présidentielle, nous allons nous entendre avec les autres partis de la majorité présidentielle et dégager un candidat ou un duo de candidats qui va défendre Est-ce qu'on a déjà des noms? Non, nous n'avons pas encore des noms. Nous sommes un parti discipliné. Les concertations, les vocations commencent par émerger. Les arbitrages se feront. Vous avez un préféré? Non, moi, je n'ai pas de préféré. Mon préféré, ce sera ceux qui seront retenus par le parti ou les alliances de partis que nous constituons au sein de la majorité. Et nous allons travailler à ce que ce qui a été fait puisse être pérennisé. Parce que ce bilan-là, on est fiers de le défendre. Et vous dites sur ce plateau que Patrice Talon ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle, il n'aura pas de troisième mandat au Bénin. Oui, Patrice Talon l'a dit, il a clarifié. Enfin, c'est son homologue aussi l'avait dit. Hein. Non, attention. Côte d'Ivoire, il y a plusieurs précédents. Voilà un président qui a dit, lorsqu'on a fait la réforme constitutionnelle, mettez que nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats à la tête du pays. Et il a réaffirmé à maintes occasions. Et nous continuons. Bon, moi, je ne vois pas. Sur cette question-là, c'est acté. Le Bénin continue sa voie démocratique et il y aura alternance à la tête du Bénin en 2026. Un nouveau président en mai prêtera serment. Patrice Talon ne sera plus le prochain président du Bénin, mais nous, ses alliés politiques, nous nous battons pour que ce soit notre camp qui puisse continuer l'œuvre de redressement. Ça peut être ABT qui peut répondre le flambeau? Non, ABT ne peut pas parce qu'il est fort clos compte tenu de l'âge. Chez nous, la limitation d'âge, c'est 70 ans. ABT a déjà les 70 ans. Donc, nous ne sommes pas un pays qui sort les choses à la tête du client. Nous sommes un État démocratique qui veut continuer sa marche vers le progrès tout en sauvegardant la démocratie.